Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je sors d'un long rhume qui a duré une dizaine de jours. J'en suis pas tout à fait remise encore, je pense que ça s'entend, mon nez est encore pris, donc ma voix n'est pas tout à fait la même. Je tiens à le préciser en début de vidéo, comme ça il n'y a pas de questions. Vous savez, je suis encore enrhumée. L'hiver. Dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience avec Interrail et je vais en profiter dans une deuxième partie pour vous raconter une anecdote que j'avais promis de raconter dans l'une de mes précédentes vidéos. Si vous n'avez pas suivi Interrail, pourquoi, quand, comment, je suis partie un mois au Portugal fin octobre jusqu'à fin novembre et donc je m'y suis rendue en train, j'y ai même consacré une vidéo spécifique, Paris-Lisbonne en train. C'était la première fois que j'utilisais Interrail. Alors pourquoi j'ai souhaité partir en train, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo également, il y aura plein de petites fiches qui se mettent sur l'écran par là plutôt. Je voulais y aller en train parce que, comme on le sait maintenant, je pense que c'est difficile de l'ignorer, l'avion est le moyen de transport le plus polluant qui existe. Également, je voulais retrouver la lenteur du voyage, même si le train c'est relativement rapide, mais se rendre de Paris à Lisbonne en train, c'est pas si facile que ça. Avant, il existait un train Paris-Lisbonne, un train de nuit, un train couchette, qui passait par Irún en Espagne, je crois, mais ce train n'existe plus, sinon je l'aurais pris. Si je n'ai pas pris cette option-là, c'est qu'elle n'était pas disponible. Maintenant, on est obligé de passer par une ville intermédiaire en Espagne, et le plus souvent, c'est Madrid. Alors pourquoi avoir choisi Interrail spécifiquement? Alors déjà, Interrail, c'est quoi? Interrail, c'est un pass qui vous permet de voyager à travers de très nombreux pays d'Europe, 33 si je ne m'abuse aujourd'hui, à des tarifs très avantageux, et puis surtout, il vous suffit en général d'un billet que vous montrez au contrôleur avant de monter dans le train, et vous pouvez comme ça voyager à travers l'Europe en train, et ça peut être très chouette. Les tarifs sont avantageux, encore plus si vous avez moins de 27 ans. Au-dessus de 27 ans, c'est un peu plus cher, comme beaucoup de choses, mais globalement ça reste bien moins cher que si vous décidez de partir en train d'une manière plus régulière. Les tarifs sont intéressants pour ça. Il y a plusieurs types de passes Interrail. Vous pouvez vous rendre directement sur le site internet interrail.eu pour en savoir plus, mais les formules proposées sont intéressantes. La formule que j'ai prise pour aller au Portugal, puisque moi mon but c'était vraiment de me rendre au Portugal en train, et je l'ai fait uniquement parce que les tarifs étaient plus avantageux, j'avais pas d'autre intérêt puisque mon but n'était pas de voyager dans plein de pays différents, mais j'ai du coup choisi un pass qui durait un mois, puisque je comptais rester un mois au Portugal, mais ce pass me servirait uniquement pour passer de la France au Portugal, puisque les trains intra-Portugal ne sont vraiment pas chers, donc il n'y avait aucun intérêt pour moi de prendre un pass Interrail sur un mois complet avec chaque jour qui compte comme un jour de voyage. En fait, pour être plus clair, mon pass durait un mois. Il était valide un mois, donc du 25 octobre au 24 novembre, et sur ce un mois de validité, j'ai choisi une formule où j'avais droit à 4 jours de voyage. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins, mais disons que ces 4 jours de voyage en train, je pouvais les placer n'importe où sur le mois, et c'est l'intérêt. Et ce pass m'a coûté 250 €. Il coûterait moins cher si vous avez moins de 27 ans. Donc ça reste de toute façon avantageux, puisque si j'avais voulu me rendre au Portugal en passant par la SNCF ou la Renfe, qui est la compagnie ferroviaire espagnole, et Coimbos, qui est la compagnie ferroviaire portugaise, ça m'aurait coûté plus cher de toute façon, puisque on est obligé de passer par l'Espagne maintenant, donc c'était très avantageux pour moi. Comment ça fonctionne? Eh bien, une fois que vous avez acheté le pass, il est nécessaire de réserver les sièges dans les trains. Alors pas tous les trains, mais disons si vous prenez le TGV ou l'équivalent, on a besoin de réserver un siège. Donc, avec le pass Interrail, vous choisissez de partir tel jour, admettons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré Paris-Lisbonne. Le site Interrail te propose différents trajets avec, selon les trains disponibles et les places qu'il reste dans ces trains-là. Et donc moi, je n'avais pas le choix de toute façon de passer par Madrid ou bien une autre ville en Espagne, mais Madrid était la plus pratique et la plus centrale. Et donc après, de Paris à Madrid, eh ben, il y avait
différentes formules possibles, et de Madrid à Lisbonne, il y avait différentes formules possibles, mais le site se charge déjà de faire un calcul, et donc c'était forcément 2 jours de voyage, et donc une fois que je validais le trajet qui me convenait le plus, il était nécessaire de réserver les sièges, et donc par exemple, pour mon premier train qui était un Paris-Barcelone, le siège que je réservais me coûtait bien moins cher que si j'avais pris un Paris-Barcelone par le site de la SNCF. Donc ça peut être l'avantage d'Interrail, c'est que de toute façon c'est moins cher, mais il y a besoin de faire ça. Pour la plupart des trajets, il y a besoin de réserver un siège. Dans les trains un peu plus petits du style TER ou qui exécutent des trajets moins longs où le placement est libre, là, normalement, le pass Interrail en lui-même suffit, mais en gros, il est mieux de télécharger l'application Interrail sur son téléphone, et en fait, quand on veut voyager, quand on a validé un jour de voyage, en fait, il faut l'activer, donc ça veut dire, ok, là c'est aujourd'hui que je voyage, donc mon pass s'active, et comme ça vous montrez le QR code au contrôleur et c'est ok, votre place est validée. Et donc une fois que le jour de voyage est terminé, celui-ci n'est plus valide, c'est-à-dire que si vous représentez le pass le lendemain, si vous n'avez pas activé un autre jour de voyage, bah ça ne marchera plus. Donc c'est comme ça que ça comptabilise les jours de voyage que vous avez choisis. Donc moi j'en avais droit à 4, c'est le tarif que j'ai pris, donc un pour l'aller, un pour le retour, et quand je voulais me déplacer au sein même du Portugal, là je réservais mes billets de train via Coimbos et c'était vraiment pas cher. Donc ça c'est un des avantages d'Interrail, c'est que au niveau tarif, c'est plus intéressant que si on passe par les compagnies de train habituelles. Il y a quand même quelques complications, mais j'en parlerai dans les inconvénients, parce qu'il y en a eu pas mal aussi. Mais disons que ça c'est un des avantages d'Interrail, et après c'est un trip. Moi c'est vrai que c'était pas ce que je visais comme type de voyage, mais plein de gens utilisent Interrail comme ça, où vraiment je sais pas, vous prenez un pass qui dure 2 semaines et tous les jours sont des jours de voyage, donc vous avez en gros 15 jours de voyage sur votre pass, et là vous pouvez visiter plein de pays différents. Alors quand je dis pays, en général, en fait, ce sont juste les capitales ou les plus grandes villes et on passe beaucoup de temps dans le train. Mais il y en a pour qui ça plaît et qui, comme ça, se disent « Bon bah voilà, en 2 semaines, je suis allée en Italie, puis en Slovénie, puis en République tchèque, puis en Roumanie, puis... » Voilà, donc c'est un délire, mais c'est sympa. Enfin, si on aime beaucoup voyager en train, ça peut être un truc très très chouette, et Interrail était connu pour ça, est connu pour ça, et vend le truc comme ça. Vous pouvez visiter 33 pays en 1 mois. En gros, on pourrait. Bon, moi je ne trouve pas ça particulièrement intéressant de faire ça, mais si on le souhaite, c'est possible de le faire. Donc l'avantage d'Interrail aussi, c'est que ça peut donner des idées de voyage, tout simplement. Le site propose d'ailleurs une option, si jamais vous n'avez pas d'idée de destination, il peut vous en proposer, ou bien il peut vous proposer des trajets. Il y a une interface qui est quand même plutôt pas mal faite pour le coup. Je trouve que le site n'est pas hyper intuitif, mais globalement c'est quand même bien fichu, et on peut fabriquer ses trajets, on peut voir quel est le plus avantageux, dans quel pays c'est plus avantageux de voyager en train, parce qu'il y a des pays où c'est plus simple de voyager avec Interrail que d'autres. Alors je suis pas une experte en la matière puisque j'ai utilisé Interrail qu'une seule fois et c'était pour ce voyage au Portugal, mais je sais que il y a des pays où c'est plus intéressant d'utiliser Interrail que d'autres, mais en tout cas voilà, vous pouvez un petit peu faire votre tambouille sur le site, c'est quand même assez sympa et quand même à des tarifs avantageux, donc c'est chouette et c'est une très bonne alternative au voyage en avion. Alors les inconvénients d'Interrail, il y en a, et de mon humble expérience, il y en a eu pas mal. C'est pas forcément lié à Interrail même, mais vous allez comprendre. Comme je le disais déjà, je trouve que le site et l'application ne sont pas forcément très intuitifs. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment ça fonctionne, à la fois pour choisir mon pass, comme pour ensuite choisir mon trajet pour me rendre au Portugal et puis pour en revenir. Je me suis pas mal pris la tête sur certains points parce que tout simplement il n'y avait pas forcément toutes les options que je souhaitais. Je trouve que le site est bien fait, mais il y a certaines interfaces qui demandent un petit peu de creuser pour bien les comprendre, je trouve, mais globalement ça va. Par contre, il y a des choses, et je pense que là c'est lié, il me semble, surtout à la compagnie de chemin de fer espagnole, donc la Renfe. Ce qui s'est passé, c'est que donc pour mon trajet aller, mon premier jour c'était un Paris-Madrid.
Sauf que j'avais plusieurs trains à prendre, un Paris-Madrid direct n'existe pas. Et donc le premier train que j'avais à prendre, c'était un Paris-Barcelone. Je ne sais pas pourquoi, mais en passant par Interrail, il n'était pas possible d'avoir un billet électronique pour Paris-Barcelone. C'était pas possible, l'option n'était absolument pas possible. J'étais obligée de me faire livrer chez moi un billet papier. Donc c'était même pas à moi de l'imprimer, c'était eux qui fabriquaient le billet et qui me l'envoyaient chez moi. Et du coup, mon billet, si vous avez regardé ma vidéo Paris-Lisbonne, vous savez déjà, mon billet n'est jamais arrivé. J'avais la possibilité de suivre mon colis, puisque ça passe par Post NL, Post Netherlands. Mon billet, je l'ai vu, donc faire le trajet, voilà, il est passé en France. Et puis, pour une raison que j'ignore, je sais pas, il a eu la flemme de se rendre jusqu'à mon domicile. À un moment donné, de la France, il est revenu aux Pays-Bas. Sans aucune raison, je n'étais avertie de rien, il n'est jamais arrivé jusqu'à moi. Ça, je l'ai appris la veille de mon départ, parce qu'en plus, ce billet papier, je l'ai commandé bien à l'avance, mais le site me disait « vous le recevrez 3 à 4 jours avant votre départ », quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est relativement peu de temps avant le départ, c'est quand même assez short. Puis finalement, la veille, j'apprends qu'il est retourné aux Pays-Bas. Autre point du coup que je souhaite critiquer, c'est le centre d'aide Interrail. Parce que moi, la veille de mon départ, voyant que mon billet papier était de retour aux Pays-Bas, je me suis dit « Ah bah non, c'est pas possible ça, je peux pas laisser passer ça en fait, j'ai tout payé, je pars demain, qu'est-ce que je fais quoi ?» Sur le site Interrail, il n'y a pas de numéro de téléphone pour joindre quelqu'un qui puisse vous aider. On est obligé de passer par un bot sur le site ou bien par le chat Facebook qui est aussi un bot, le chat Facebook d'Interrail. Donc c'est quand même pas très pratique et alors du coup un bot, tu essaies d'exposer ton problème et le bot il comprend ou pas et il te renvoie éventuellement à des pages d'aide, etc. Et moi le bot évidemment n'a pas trouvé mon problème puisque c'était assez spécifique et du coup le bot me dit qu'il ne peut pas résoudre mon problème et m'invite à contacter l'équipe Interrail. Sauf que je ne peux le faire que par mail. Je ne peux pas appeler quelqu'un directement, ce qui est quand même bien embêtant. Du coup, j'écris mon problème, j'écris mon mail, je le fais en anglais. Je n'ai jamais eu de réponse. La seule réponse que j'ai eue des jours plus tard, c'était une réponse automatique qui me demandait comment j'avais trouvé le service Interrail. Et comme ça, hein, je n'ai jamais pu entrer en contact avec qui que ce soit et exposer mon problème. Donc ça s'est bien terminé pour moi puisque le lendemain, je me suis pointée à Gare de Lyon et j'ai expliqué mon problème au contrôleur. Alors les contrôleurs français se disaient oula c'est un truc avec l'Espagne je pense. Du coup le contrôleur espagnol avait l'air de connaître un peu le problème donc il m'a dit pas de souci, j'avais un justificatif de paiement etc. Donc j'ai attendu dans le wagon-bar du train pendant que celui-ci partait et puis le contrôleur est revenu me voir. Il y avait encore des places de libre dans le train, il m'en a dégoté une, j'ai pas eu à débourser 1 centime et tant mieux. Je trouve ça assez scandaleux que je n'ai pas pu et que certaines fois tu ne puisses pas avec Interrail avoir un billet électronique, que ce soit obligatoirement un billet papier et apparemment c'est un truc assez spécifique avec la Renfe, les chemins de fer espagnols. Il y a peut-être d'autres pays concernés, mais du coup bon ça c'est quand même vraiment pas pratique et en plus que le billet ne soit jamais arrivé et que en plus on ne puisse pas joindre directement quelqu'un de l'équipe Interrail et qu'en plus même en les joignant par mail je n'ai jamais eu de réponse. C'est pas génial. Ça, je dirais que ce sont les inconvénients d'Interrail que j'ai rencontrés. Je ne sais pas si d'autres personnes ont rencontré les mêmes problèmes que moi, donc je vais pas faire de généralité. Mais en tout cas, le truc des billets papier et le fait qu'on ne puisse pas joindre directement quelqu'un de l'équipe Interrail, je trouve que c'est quand même moyen. Mais globalement, est-ce que je recommande d'utiliser Interrail? Je dirais oui, c'est une bonne expérience. Je pense que c'est encore plus intéressant si on veut visiter plusieurs pays, mais même au niveau des tarifs, c'est quand même bien plus avantageux si on souhaite voyager en train et en même temps pas se ruiner parce que le train malheureusement c'est quand même vraiment cher. J'ai quand même eu une bonne expérience Interrail malgré les quelques couacs qui se sont présentés à moi, il y a toujours eu une solution et mon allée Paris-Lisbonne s'est très bien passé puisque j'ai eu 2 jours de voyage et pendant ces 2 jours de voyage j'avais plusieurs trains à prendre et forcément c'est un peu un risque entre guillemets puisqu'il suffit que un train soit en retard et que le changement entre les 2 trains soit court et là t'es
un peu dans la merde. Mais là, j'ai eu zéro problème à l'aller. Le retour, par contre, là, j'en viens à l'anecdote. Alors, c'est pas la faute d'Interrail, là, c'est juste les aléas des voyages et de prendre plusieurs trains dans la même journée. Je vais vous raconter ce fameux retour. C'est quand même quelque chose, j'avais promis de la raconter, donc nous entrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Attachez vos ceintures. Je m'étais préparée psychologiquement. J'avais 2 jours de voyage complet, entier. J'avais chaque jour de voyage 4 trains différents à prendre. Ce qui est quand même beaucoup. Le premier jour, donc je me trouvais à Faro, qui est la plus grosse ville de l'Algarve, donc vraiment tout au sud du Portugal. Donc le premier train que je prenais, j'ai tout noté sur mon téléphone d'ailleurs, c'était Faro-Lisbonne. Donc dès le matin, hein, dès 8h du mat, ça y est, moi j'étais dans le train. Donc Faro-Lisbonne, ensuite Lisbonne Entroncamento, qui est une ville dans les terres du Portugal, où j'étais déjà venue à l'aller. Ensuite Entroncamento Badajoz, qui est une ville espagnole à la frontière du Portugal, puis Badajoz, Madrid. Et j'étais censée arriver à Madrid à peu près 22h. Donc de 8h à 22h, en gros, j'étais dans les trains. J'ai dit censé, vous avez compris que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Alors mes 2 premiers trains, donc en gros de Faro à Entroncamento, ça se passe très bien, les trains sont à l'heure, pas de problème. Entroncamento Badajoz, là, le train a du retard et pas mal de retard. Alors, j'ai eu des gens qui ont témoigné, ils disent qu'en général, Entroncamento Badajoz ou dans l'autre sens, c'est toujours un peu la merde. Le train est arrivé avec pas mal de retard à Badajoz. Donc moi, déjà, j'étais dans le train dès 8h du matin, en gros. Et là, arrivé à Badajoz, il était 17h30 à peu près. Donc j'étais déjà bien fatiguée. Et le train est en retard et en gros il me restait un dernier train à prendre pour rejoindre Madrid. Et le changement entre Badajoz et Madrid était très court. Donc autant vous dire que j'ai raté mon train pour Madrid. Il fallait absolument que je sois à Madrid ce soir-là puisque j'avais un train le lendemain au départ de Madrid à 9h30 du matin. Et puis après, j'enchaînais avec 4 autres trains. Donc ça fait que si je loupe mon premier train, c'est un mauvais enchaînement, je loupe tous mes autres trains. Donc bref, et j'avais déjà réservé tous mes billets, j'avais déjà tout payé. Financièrement parlant, je serrais un peu les fesses, donc là je ne pouvais pas vraiment me permettre de tout changer comme ça. Donc là, de louper ce train pour Madrid, ça ne m'arrangeait pas du tout cette histoire. Je me pointe dans la gare de Badajoz et puis j'apprends que le train que j'ai loupé qui allait à Madrid était le dernier de la journée et qu'il n'y avait plus de train du tout. Moi là, j'étais ultra fatiguée. Si vous avez vu ma série de vidéos sur mon voyage au Portugal, ça a été un voyage très éprouvant pour moi, super voyage mais émotionnellement intense. Du coup là j'étais déjà pas mal vulnérable et donc je pète pas vraiment un câble en plein milieu de la gare mais un peu. En fait j'étais tellement fatiguée et en colère et impuissante, etc., que je me suis mise, attention, ça va vous surprendre, à chialer. Mais en même temps, en gueulant un peu, mais contre personne, pas contre le personnel, j'étais juste un peu comme une gosse, en fait, Colline dans toute sa splendeur. J'arrivais pas à contenir, en fait, j'essayais un peu, mais je n'arrivais pas à contenir, j'étais tellement fatiguée. Les agents de la Renfe m'ont vue et ils étaient un petit peu désemparés. Et puis, en plus, ils parlaient pas du tout anglais ou français, et moi, mon espagnol est plutôt moyen, donc j'essayais de m'exprimer au mieux et eux parlaient espagnol assez vite et moi j'essayais de les comprendre, etc. Mais bon, ils ont bien vu que ça n'allait pas trop, donc ils m'ont dit mais il y a une gare routière avec des bus et on va regarder s'il reste des bus qui vont à Madrid. C'est pareil, il y avait plus de bus, tous les bus étaient déjà partis, c'était trop tard, il y aurait pas de bus avant le lendemain, il y aurait pas de train avant le lendemain et quoi qu'il arrive, les premiers trains ou les premiers bus m'amèneraient trop tard à Madrid pour choper mon train à 9h30 du matin. Sachant qu'entre Badajoz et Madrid, il y a à peu près 350 km. Donc j'étais pas du tout arrivée encore. Donc, ok, il y a plus de train, il y a plus de bus, je fais quoi? Dans la gare de Badajoz, ils ont été adorables. C'est-à-dire, il y a eu les agents
de la Renfe, il y a eu un agent de sécurité qui était désolé pour moi et tous les passagers, ils me demandaient, moi je réexpliquais ma situation, ils étaient oh non mais comment on peut faire, améliorer pas, vous pourriez pas faire ci ou ça et ça, mais tout le monde était méga concerné et comme je parlais pas très bien espagnol, ils avaient encore plus envie de m'aider, ils disaient oh non mais la pauvre, oh là là, mais tout le monde a été adorable, donc pour le coup j'ai été hyper bien aidée, hyper bien entourée, bref, donc les agents se démènent un peu. Alors déjà, ils ont remboursé entièrement mon billet Badajoz-Madrid, puisque bon, bah le train est arrivé en retard, c'est pas ma faute. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, ils m'ont dit, mais essayez Blablacar. J'y avais pas pensé, puisque j'avais même pas l'appli sur mon téléphone. J'installe l'appli, machin, et je cherche des trajets pour m'emmener à Madrid le soir même. Mais Badajoz, c'est une assez petite ville, comme je disais, donc en fait, il y avait un seul trajet disponible, et le temps que je fasse ma demande, en fait, il était déjà complet, donc il y avait plus de trajet avant le lendemain matin, mais bien trop tard. Les agents de la Renfe m'ont dit bon, est-ce que vous ne pourriez pas dormir à Badajoz et voir demain et moi je leur expliquais non mais il faut vraiment que je sois à Madrid ce soir-là en fait parce que demain j'ai plein de trains à prendre aussi pour retourner à Paris et à un moment donné j'étais tellement désespérée et fatiguée que j'en pouvais plus que je leur ai dit ok je suis prête à prendre un taxi qui va m'emmener à Madrid. Un des agents de la Renfe m'a dit qu'il avait un ami chauffeur de taxi et qu'il allait l'appeler et qu'il pourrait éventuellement me faire un prix. Cet ami chauffeur de taxi arrive, le chauffeur de taxi calcule combien me coûterait un trajet entre Badajoz et Madrid. Plus de 500 €. J'ai vu le prix, j'ai fait ah non, je ne peux absolument pas me permettre une telle somme en fait. Donc ils se sont creusés les méninges et tout ça et moi j'ai dit oh mais comment je vais faire, bref j'étais prête à, je sais pas, à dormir dans la gare, j'en sais rien. Et donc finalement ils m'ont conseillé de me rendre à Mérida qui est une ville qui est un peu plus grande que Badajoz où il y a plus de passages et qui se trouve à une 40aine de minutes de voiture de Badajoz. Le chauffeur de taxi m'a proposé de m'y emmener, ça m'a coûté quand même 70 €, mais c'est beaucoup moins que 500. Et que du coup, peut-être que je trouverai des trajets Blablacar entre Mérida et Madrid. Effectivement, j'en ai trouvé 2. Et le deuxième ne m'arrangeait pas du tout puisqu'il me faisait arriver à Madrid vers 4h du matin et en plus pas du tout dans le centre de Madrid mais genre à 8 km de là où je devais me rendre, enfin ça aurait été une galère sans nom. Mais il y en avait un qui était absolument idéal, qui partait de Mérida vers 22h, qui arrivait à Madrid à 1h du matin, mais vraiment dans le centre-ville de Madrid, à la gare d'Atocha, qui est une des gares principales de Madrid et qui en plus n'était pas très loin de l'auberge de jeunesse dans laquelle je m'apprêtais à loger ce soir-là et dans laquelle j'avais déjà logé à l'aller, donc je connaissais très bien. Et donc ce trajet Blablacar pouvait me déposer à Madrid Atocha à 1h du matin, donc c'était parfait. Je demande ce trajet sur Blablacar et pendant ce temps le chauffeur de taxi m'amène à Mérida. Je remercie 1000 fois tous les agents de la Renfe un peu comme ça de m'avoir aidé à me dépatouiller de ce merdier, ils ont été vraiment adorables. Et puis dans le taxi, bah, j'attends que ma demande pour ce trajet Blablacar soit validée parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé Blablacar, en fait ça te propose des trajets, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se rendent à la destination que tu souhaites ou près de la destination que tu souhaites en voiture et donc tu partages le trajet avec eux. C'est beaucoup moins cher que de prendre le taxi ou même Uber ou j'en sais rien. Mais par contre quand tu fais la demande d'un trajet, eh ben le conducteur de la voiture doit te le valider et dire si c'est ok. Ça peut prendre vachement de temps. J'ai demandé ce trajet vers 18h et en gros comme lui partait de Mérida à 22h, eh ben il avait jusqu'à 21h30 pour valider mon trajet en fait. Donc moi j'étais en attente comme ça. Est-ce qu'il va me valider mon trajet? Est-ce qu'il va bien vouloir me prendre dans sa voiture? Et donc le chauffeur de taxi m'amène à Mérida. On arrive à Mérida, il doit être à peu près 20h, 20h30. Il m'amène à la gare de Mérida. Ok. Toujours pas de réponse du conducteur Blablacar. Donc moi je commence un petit peu à stresser. Hein. Là je suis en plein milieu d'une ville que je ne connais pas. Il est 20h30 et je sais pas ce que je fais. Et puis finalement, en fait, quand le conducteur d'une voiture ne valide pas ou met trop de temps à valider ta demande, eh bien en fait ta demande est annulée.
automatiquement sur Blablacar, voilà, elle est annulée. Ce trajet Blablacar, en fait le mec partait de Lisbonne. Il faisait Lisbonne-Mérida, Mérida-Madrid, et donc je me dis ok, en fait il doit être en train de conduire, donc forcément il peut pas me valider mon trajet. Et bref, je suis à la gare de Mérida, il est 20h30, je suis crevée, j'en peux plus, je sais pas ce qui va se passer, et puis finalement mon trajet sur Blablacar est annulé. Là du coup je me dis ok, bon alors qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je me trouve un endroit où dormir à Mérida et puis j'aviserai le lendemain? Mais c'est vrai que financièrement ça ne m'arrangeait absolument pas d'avoir à racheter tous mes autres billets de train, mais vraiment c'était une galère sans nom. J'étais pas très bien là, j'étais pas très bien. Et puis je me dis bon, le trajet est toujours disponible sur Blablacar, vas-y je retente, je refais une demande. J'attends à la gare de Mérida, j'en profite pour brancher le chargeur de mon téléphone et j'attends et puis je sais pas, et puis je me dis bon, va falloir que je me renseigne quand même sur les hôtels dans les environs pour que je puisse dormir. Puis à Mérida il y avait plus aucun train non plus, il y avait plus rien. La seule option que j'avais c'était un Blablacar ou un taxi qui me coûterait 500 €, donc non. Et donc j'attends, 21h, 21h15, et là, bam, mon trajet Blablacar est validé. Ah, le conducteur m'a dit oui, aucun souci. Donc je devais me rendre à un point précis dans Mérida, le rendez-vous avait lieu à un point précis. Donc là je reprends toutes mes affaires, je fais et je fonce au point de rendez-vous le plus vite possible. J'y arrive, le conducteur Blablacar arrive à l'heure, il dépose un couple qui s'arrêtait à Mérida, et puis on repart ensemble, direction Madrid, paf! Voilà, il était 22h, j'étais censée arriver à Madrid à 22h, j'y arriverai à un peu plus d'1h du matin. Le conducteur était très sympa, il parlait couramment anglais, donc on a pu discuter, et d'ailleurs ça m'arrangeait parce que je faisais tout pour rester le plus éveillé possible. Déjà que la voiture de base ça m'endort, mais là en plus j'étais tellement fatiguée, j'étais là, oh, reste éveillé parce qu'après il faut que tu marches de Atocha, la gare de Madrid, jusqu'à ton auberge de jeunesse. Heureusement mon auberge de jeunesse, j'avais réservé déjà mon lit, la réception était ouverte H24, donc je savais que je pouvais débarquer à n'importe quelle heure, c'était pas un problème. On arrive bien à Madrid, Atocha, je marche jusqu'à l'auberge de jeunesse qui était à une vingtaine de minutes à pied à peu près, j'arrive. Et en gros, bah, à peine j'arrive, je prends une douche et je m'effondre sur mon lit et puis voilà. Mais j'étais arrivée à Madrid et le lendemain, c'était reparti pour une autre journée entière de train, mais au moins j'étais sûre que j'aurais mon train à 9h30 du matin, Madrid, Gérone. Pas de problème. Et puis bah le lendemain, donc j'arrive à la gare de Madrid et puis mon train pour Gérone a 30 minutes de retard. Mais bon, là j'ai un peu stressé quand même parce que donc j'avais encore 4 autres trains à prendre avant d'arriver à Paris. Donc Madrid-Gérone ou Girona, Gérone-Portbou qui est un petit village à la frontière de la France, Portbou-Perpignan, Perpignan-Paris. Entre Gérone et Portbou, heureusement le changement était un peu plus long, donc malgré les 30 minutes de retard du train à partir de Madrid, ils ont réussi à rattraper un peu de ce retard et puis j'avais une marge suffisante pour ne pas être trop stressée, donc j'ai pu prendre mon train jusqu'à Portbou. Et puis ensuite Portbou-Perpignan sans problème. Là c'était des petits trains en plus genre TER, donc en fait on avait beaucoup plus régulièrement aussi. Et donc Perpignan, j'y suis arrivée, il devait être 18h à peu près, donc c'est pareil, tu vois une journée entière dans des trains. Et puis en fait, bah à Perpignan-Paris, le train avait 40 minutes de retard. Mais bon, j'étais plus à ça près, et puis là bon, c'était mon dernier train, je suis en France, dans un pays que je connais, j'arrive à Paris, bon, puis le train arrivait, c'était ok, j'étais vraiment plus à ça près quoi. Mais en fait, j'ai enchaîné tellement de trucs que je me suis dit mais attends, la vie est en train de me dire Colline, ne rentre pas à Paris en fait. C'est vraiment, moi je l'ai pris comme ça. Non, tu ne rentreras pas à Paris, regarde, on va te mettre plein de bâtons dans les roues pour bien te faire comprendre. Mais bon, je suis quand même rentrée à Paris. Donc mon train Perpignan-Paris arrive avec plus de 40 minutes de retard. Donc puis je monte dedans, c'est ok, je suis dedans. Y a pas de problème, c'est bon. Donc au lieu d'arriver vers 22h à Paris, on arrive vers 23h30. Je suis bien crevée, mais c'est pas fini. Bon, c'est rien, j'étais vraiment là, je me suis dit vas-y, je les enchaîne toutes, c'est bon, je m'en fous. Arrivé à Gare de Lyon. J'habite dans le nord de Paris, donc généralement pour aller à Gare de Lyon, qui est plutôt dans le sud de Paris, je prends soit 2 lignes de métro différentes, la ligne 14 et la ligne 4, ou bien je fais une station de RER qui m'amène
m'amène à Gare du Nord, et ensuite Gare du Nord, la ligne 4, paf. Donc en fait ça se fait en 2 fois, mais c'est relativement rapide et simple. Là, la ligne 14 était en travaux, donc il n'y avait plus de ligne 14 à cette heure-ci à 23h30. Je pouvais prendre le RER D, sauf que le RER D était aussi en travaux, donc en fait il ne s'arrêtait pas du tout à Paris, il allait directement en banlieue. Donc moi ça m'arrangeait pas du tout. Il n'y a pas le RER B à Gare de Lyon, donc j'ai dû prendre le RER A qui m'a amené à Châtelet, les Halles, où là il y a le RER B qui pouvait m'emmener à Gare du Nord. Donc j'arrive à Gare du Nord, sauf que la ligne 4 est en travaux d'automatisation, donc en semaine, à partir de 22h15, il n'y a plus de ligne 4. Donc du coup, à Gare du Nord, après pour rentrer chez moi, j'ai dû attendre un bus, au moins qui s'arrête vraiment juste à côté de chez moi, mais en fait je suis arrivée chez moi à 1h du matin. Sur les rotules. Mais franchement, en arrivant à Paris, ça m'a trop fait rire, quoi. Bon, déjà, j'étais à Paris, c'est bon, j'ai pas paniqué du tout, ça va, c'était pas aussi stressant que quand j'étais bloquée à Badajoz. Je suis plus à ça près, vraiment, allez hop, j'y vais, puis c'est terminé. Donc c'était mon anecdote retour. Le problème ne vient pas d'Interrail, évidemment, ça vient du fait de prendre 4 trains différents dans une même journée, forcément, il y a un risque de rater un changement, et ça peut te chambouler tout ton emploi du temps, en fait. Donc c'est vrai que c'est peut être un des inconvénients de voyager en train et de prendre plusieurs trains, mais écoutez, en même temps ça fait des aventures à raconter, et ça s'est très bien fini pour moi. J'ai juste dû payer 70 € en plus finalement avec le trajet de taxi Badajoz-Mérida. Donc c'était mon anecdote qui conclut bien cette vidéo. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, je sais pas, ma vidéo va être longue, purée. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu, déjà j'espère que ça vous a renseigné pas mal sur Interrail. Si jamais vous avez des questions par rapport à Interrail, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des expériences avec Interrail également, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air comme ça, ça fait plaisir et ça aide également pour l'algorithme de ma chaîne à la mettre en avant, à mettre cette vidéo en avant, bref, vous avez compris. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. J'ai dit tout ça sans respirer. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à me suivre, je suis plutôt active. J'ai également une page Patreon si vous souhaitez m'aider et si vous pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube, ce sera avec grand plaisir. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident, c'est absolument merveilleux et ça me touche énormément. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo explicative et un article explicatif sur Patreon, tout est indiqué en barre d'infos, et j'ai également un serveur Discord qui est aussi en barre d'infos, donc si jamais vous voulez rejoindre la communauté Discord, n'hésitez pas, tout est écrit en bas. J'en ai fini avec mon discours de fin de vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de belles expériences, de beaux voyages extérieurs, intérieurs, que vous vivez de belles aventures, de palpitantes aventures. Et puis, quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo avec, je l'espère, un nez moins encombré. Ciao!